en est ainsi, si un poème peut être très fécond pour le peintre sans être pictural, et si l'inverse est vrai, alors c'en est fait de l'idée du comte de Caylus, qui regarda comme pierre de touche de la poésie son utilité possible pour le peintre et prétendait établir la hiérarchie des poètes d'après le nombre de tableaux qu'ils fournissent à l'artiste. Loin de nous de vouloir, ne fût-ce que par notre silence, laisser à cette idée l'apparence d'une règle. Milton, le premier, en serait l'innocente victime, car il semble réellement que le mépris de Caylus à son égard n'est pas tant la conséquence d'un goût national que de sa prétendue règle. La cécité, dit-il, est peut-être la plus grande ressemblance de Milton avec Homère. Il est vrai que Milton ne pouvait pas remplir une galerie, mais s'il fallait que tant que mes yeux verront, la limite de ma vision sensible soit aussi celle de ma vision intérieure, j'attacherai un grand prix à la perte de ma vue pour me délivrer d'une telle restriction. Le paradis perdu, tout en ne fournissant que peu de sujets de peinture, n'en est pas moins la première épopée après celle d'Homère. Inversement, l'histoire de la Passion du Christ n'est pas un poème, bien qu'il ne soit guère possible d'y piquer une tête d'épingle sans rencontrer un passage qui n'ait été représenté par les plus grands artistes. Les évangélistes racontent le fait avec la plus sèche simplicité et l'artiste peut utiliser les divers épisodes du récit, bien qu'il n'ait pas fait preuve quant à eux de la moindre étincelle de génie pictural. Certaines choses se prêtent à la peinture et d'autres pas. L'historien peut raconter de la manière la moins pittoresque ce qu'il est le plus, comme le poète sait présenter d'une manière pittoresque ce qu'il est le moins. Ceux qui sont d'un avis différent se laissent abuser par un équivoque, une équivoque. Un tableau poétique n'est pas nécessairement ce qui peut fournir l'occasion d'un tableau peint, mais tout trait, tout ensemble de traits qui font que le poète nous rend son objet si sensible qu'il nous devient plus présent que les mots qui le dépeignent est dit pictural et s'appelle un tableau, parce qu'il se rapproche de cette puissance d'illusion dont le tableau peint est capable et dont il nous donne d'abord et plus facilement l'idée. Or, l'expérience que le poète peut faire illusion au même degré lorsqu'il représente des objets qui ne tombent pas sous la vue, il s'ensuit nécessairement qu'il dispose par privilège de plusieurs catégories de tableaux interdits à l'artiste. L'Ode de Dryden pour la fête de Sainte-Cécile est remplie de peintures musicales que ne saurait traduire le pinceau, mais je ne veux pas me laisser aller à ces exemples qui ne nous enseignent guère qu'une chose, que les couleurs ne sont pas des sons et que les oreilles ne sont pas des yeux. Je m'en tiendrai au tableau d'objets visibles communs aux poètes et aux peintres, d'où vient que nombre de ces tableaux poétiques ne peuvent servir aux peintres et que d'autre part beaucoup de peintres perdent dans la description du poète la plus grande partie de leur effet. Des exemples pourront m'aider, je reprends celui-ci. La peinture de Pandarus dans le 4e chant de l'Iliade est l'une des plus achevées et les plus frappantes dans tout Homère. Dès l'instant où il saisit son arc jusqu'au vol de la flèche, chaque moment est dépeint, et tous ces moments sont si rapprochés, et pourtant si distincts que si l'on ne savait pas se servir d'un arc, on l'apprendrait par cette seule peinture. Pandarus saisit son arc, tend la corde, ouvre le carquois, choisit une flèche neuve bien empennée, la met sur la corde, tire la corde avec le trait ajusté au talon, la corde revient vers la poitrine, la pointe ferrée de la flèche se rapproche de l'arc, le grand arc courbé se redresse avec bruit, la corde vibre, la flèche est partie et vole à son but. Il est impossible que Caylus n'ait pas lu cette excellente peinture. Qu'y a-t-il donc trouvé pour la considérer comme impropre à inspirer son artiste? Et pourquoi l'assemblée des dieux réunis au conseil et buvant lui a-t-elle paru plus convenable à son propos? Dans les deux cas, il s'agit d'objets visibles, et que faut-il de plus au peintre que de tels objets pour remplir sa toile? Le fait est que les deux sujets sont également susceptibles d'être peints parce qu'ils sont visibles, mais ils ont entre eux cette différence essentielle que l'un est une action visible progressive dont les parties se présentent successivement dans le temps, tandis que l'autre est une action visible permanente dont les parties se déploient par juxtaposition dans l'espace. La peinture, en raison des caractères ou des moyens d'imitation qui lui sont propres et qu'elle ne peut combiner que dans l'espace, doit complètement renoncer au temps. Les actions progressives en tant que telles ne peuvent donc donner matière à peinture, et celle-ci doit se contenter d'actions simultanées ou de corps qui, par leurs attitudes, suggèrent une action continue. La poésie, par contre, essayons maintenant de procéder par déduction.
Voici mon raisonnement. S'il est vrai que la peinture emploie pour ses imitations des moyens, des signes, différents de la poésie, à savoir des formes et des couleurs étendues dans l'espace, tandis que celle-ci se sert de sons articulés qui se succèdent dans le temps. S'il est incontestable que les signes doivent avoir une relation naturelle et simple avec l'objet signifié, alors des signes juxtaposés ne peuvent exprimer que des objets juxtaposés ou composés d'éléments juxtaposés, de même que des signes successifs ne peuvent traduire que des objets ou leurs éléments successifs. Des objets ou leurs éléments qui se juxtaposent s'appellent des corps. Donc, les corps, avec leur caractère apparent, sont les objets propres de la peinture. Des objets ou leurs éléments disposés en ordre de succession s'appellent au sens large des actions. Les actions sont donc l'objet propre de la poésie. Cependant, les corps existent non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Ils ont une durée et peuvent à chaque instant changer d'aspect et de rapport. Chacun de ces aspects et de ces rapports instantanés est l'effet de précédent et pour en causer de nouveaux. Chacun devient ainsi en quelque sorte le centre d'une action. Donc la peinture peut aussi imiter des actions, mais seulement de manière indirecte et à partir des corps. D'autre part, les actions n'ont pas d'existence indépendante, mais sont le fait de certains êtres, dans la mesure où ces êtres sont des corps ou considérés comme tels. La poésie représente aussi des corps, mais indirectement à partir des actions. Pour ces compositions qui supposent la simultanéité, la peinture ne peut exploiter qu'un seul instant de l'action et doit par conséquent choisir le plus fécond, celui qui fera le mieux comprendre l'instant qui précède et celui qui suit. De même, la poésie, pour ses imitations successives, ne peut exploiter qu'un seul des caractères des corps et doit par conséquent choisir celui qui en éveille l'image la plus suggestive dans un contexte donné. D'où la règle de l'épithète descriptive unique et de l'économie dans la description des objets corporels. Je me fierais moins à cette suite aride de raisonnement si je ne la trouvais parfaitement confirmée par Homère, ou pour mieux dire, si ce n'était pas l'exemple d'Homère lui-même qui me l'avait suggéré. Ces principes seuls peuvent définir et expliquer la grande manière du poète grec, tout en faisant justice du procédé contraire de tant de poètes modernes qui veulent rivaliser avec le peintre là où ils doivent nécessairement être vaincus par lui. Je constate qu'Homère ne peint que des actions progressives. Quant aux corps et aux objets isolés, il ne les peint qu'à travers leur rôle dans ces actions, et généralement par un seul trait. Rien d'étonnant donc si dans une scène peinte par Homère, le peintre ne trouve que peu de choses ou rien pour lui-même, et ne peut moissonner que lorsque le récit réunit une foule de beaux corps dans de belles attitudes et dans un endroit pittoresque. Même si le poète ne s'est donné aucune peine pour dépeindre ces corps, cette attitude, cet endroit, que l'on parcourt un à un toute la suite des tableaux d'après Homère proposés par Caylus, et chacun d'eux confirmera cette remarque. Je quitterai donc ici le conte et sa prétention de transformer la palette du peintre en table de valeur poétique, et je vais examiner de plus près la manière d'Homère. Homère, dis-je, n'a généralement pour chaque chose qu'un seul trait descriptif. Pour lui, un vaisseau est noir, ou profond, ou rapide, ou est tout au plus noir et bien pourvu de rames. Il ne va pas plus loin dans la description, mais il fait de l'embarquement, au dit départ, de l'arrivée au rivage, un tableau détaillé qui obligerait le peintre à en composer 5 ou 6 différents s'il voulait tout retracer sur sa toile. Quand des circonstances particulières obligent Homère à retenir plus longtemps notre regard sur certains objets matériels, il n'en fait pourtant jamais un tableau que le peintre puisse suivre avec son pinceau. Il sait, par d'innombrables artifices, nous montrer cet objet dans une succession d'instants où il paraît chaque fois différent, et le peintre ne peut saisir que le dernier de ces instants pour nous montrer achevé ce que chez le poète nous avons vu naître. Si par exemple Homère veut nous montrer le char de Junon, il faut qu'Hébé le construise pièce par pièce sous nos yeux. Nous voyons les roues, les cieux, le siège, le timon, les courroies et les cordes, non pas assemblées, mais s'assemblant sous les mains d'Hébé. Pour les roues seulement, le poète décrira en détail les 8 rayons d'airain, les jantes d'or, les cercles de bronze, les moyeux d'argent. On dirait que le temps passé à les décrire devait être proportionné au nombre des roues, comme le fut celui qu'il fallait en réalité pour les poser. Hébé adapta sur un axe de fer aux 2 côtés du char les roues d'airain à 8 rayons. La jante d'or massif était ornée de cercles d'airain, ouvrage merveilleux.
Les moyeux étaient d'argent, le siège était tressé de lanières d'or et d'argent. 2 courroies entouraient le char et retenaient le timon d'argent auquel elle attacha le joug d'or et y passa les superbes guides d'or. Homère veut-il nous montrer le costume d'Agamemnon? Il faut alors que le roi revête devant nos yeux, pièce par pièce, la fine tunique, le grand manteau, les beaux brodequins, le glaive. Ainsi le voici prêt et il saisit son sceptre. Nous voyons les vêtements pendant que le poète peint l'action de vêtir. Un autre aurait décrit le costume jusqu'à la moindre frange et nous n'aurions rien vu de l'action. Dans l'Iliade, il revêtit sa belle tunique, fine, neuve, et s'enveloppa de son grand manteau. À ses pieds, il mit sa belle chaussure et attacha son glaive à son épaule par des clous d'argent, puis il prit le sceptre ancestral et impérissable. Ce sceptre ne reçoit que les épithètes d'ancestral et d'impérissable. De même qu'ailleurs, un sceptre semblable sera désigné, garni de clous d'or, comme garni de clous d'or. Et lorsqu'il faut nous donner de ce vénérable sceptre une image plus complète et plus précise, que fera Homère? Nous peindra-t-il, outre les clous d'or, le bois et la tête sculptée? Sans doute le ferait-il si sa description était utile à l'héraldique et pour permettre de fabriquer plus tard un sceptre identique. Et pourtant je suis certain que même poète moderne, tel un roi d'armes, l'aurait ainsi décrit, sincèrement convaincu de l'avoir réellement dépeint, puisque le peintre peut l'imiter. Mais qu'importe à Homère la différence qui le sépare du peintre? Au lieu d'une image, il nous donne l'histoire du sceptre. Il est d'abord fabriqué par Vulcain, il brille ensuite entre les mains de Jupiter, il est plus tard l'insigne de la dignité de Mercure, puis il sert de bâton de commandement au belliqueux Pélops, de houlette au pacifique Atrée, et ainsi de suite. Dans l'Iliade, tenant son sceptre, qui était l'ouvrage de Vulcain, Vulcain l'avait remis à Jupiter, le puissant fils de Cronos. Jupiter le donna au messager qui tua Argos, et le puissant Mercure le donna à Pélops, le dompteur de coursiers. Pélops à son tour le donna à Atrée, le pasteur de peuple. Atrée, en mourant, le légua à Thyeste, riche en terre, et Thyeste, à son tour, le laissa à Agamemnon. Non, à Agamemnon pour qu'il gouvernât beaucoup d'îles et toute l'Argolide. Pélops, petit-fils de Zeus, fils de Tantale, roi de Phrygie, chassé de sa patrie, il épousa la fille du roi d'Élide et devint roi de ce pays. Son fils Atrée, ancêtre des Atrides, fut le père d'Agamemnon et de Ménélas. Finalement, je connais mieux ce sceptre que si le peintre me le mettait sous les yeux ou un second Vulcain dans les mains. Je ne m'étonnerais pas de découvrir que l'un des vieux commentateurs d'Homère ait admiré ce passage comme l'allégorie la plus parfaite de la naissance, du progrès, de la consolidation et enfin de la transmission héréditaire du pouvoir royal parmi les hommes. Je sourirai, il est vrai, en lisant que Vulcain, auteur du sceptre, symbolise le feu, chose la plus indispensable à l'humanité pour sa conservation, et qu'il figure ici dans cette qualité comme symbole de l'accomplissement de la nécessité qui a poussé les premiers hommes à se soumettre à l'un des leurs. Que le premier roi, fils du temps, Zeus, fils de Cronos, fut un vieillard qui partagea sa puissance avec un homme habile et éloquent, avec un Mercure, messager, meurtrier d'Argus, ou même voulut s'en décharger entièrement sur lui, qu'à une certaine époque, lorsque le jeune État fut attaqué par des ennemis extérieurs, l'habile orateur abandonna son pouvoir suprême au plus valeureux guerrier, Pélops, qui dompte les chevaux. Que ce brave guerrier, après avoir réduit les ennemis et rétabli la sécurité de l'État, réussit à transmettre le pouvoir à son fils Atrée, qui, gouverneur pacifique, pasteur bienfaisant de ses peuples, leur fit connaître les plaisirs et l'abondance. En conséquence, après sa mort, la voie se trouva ouverte aux plus riches de ses parents, Thyeste, riche en troupeaux, pour accaparer par les présents et la corruption et s'assurer désormais pour toujours, comme un bien devenu familial, ce qui avait été jusque-là accordé par la confiance et plutôt considéré par l'homme de mérite comme une charge que comme une dignité. Je sourirai, mais je sentirai pourtant grandir mon respect pour le poète auquel on peut prêter tant de choses. Mais cela est hors de mon propos, et je ne considère ici l'histoire du sceptre que comme un artifice pour nous retenir devant un objet isolé, sans s'engager dans l'ennuyeuse description de ses parties. De même, lorsqu'Achille, méprisé par Agamemnon, jure par son sceptre de se venger, Homère nous donne l'histoire du sceptre.
Nous voyons pousser le rameau sur la montagne, le fer le détache du tronc, les feuilles le dépouillent de son écorce et le rend propre à devenir entre les mains des juges des peuples le signe de leur dignité divine. Dans l'Iliade, ce sceptre, qui ne produira plus jamais ni feuilles ni rameaux depuis qu'il a été séparé de son tronc dans les montagnes, et qui ne reverdira plus car le fer l'a dépouillé de ses feuilles et de son écorce, maintenant les fils des Achéens le portent dans leurs mains, eux qui défendent les lois au nom de Zeus. L'intention d'Homère n'était pas de décrire deux bâtons différents de matière et de forme, mais de nous donner une image sensible de la différence des pouvoirs dont il était les signes. L'un est l'ouvrage de Vulcain, l'autre a été coupé sur la montagne par une main inconnue. L'un est l'antique héritage d'une noble maison, l'autre est destiné à n'importe qui. Le premier dans la main d'un monarque règne sur un grand nombre d'îles et sur Argos tout entière. Le second est porté par un grec à qui l'on avait confié notamment la garde des lois. Telle était réellement la distance qui séparait Agamemnon d'Achille, distance qu'Achille lui-même, malgré son aveugle colère, ne pouvait s'empêcher de reconnaître. Ce n'est pas seulement lorsque la description obéit à ses intentions plus profondes, mais aussi bien quand elle ne vise qu'à donner une simple image, qu'Homère mêle les traits de cette image à l'histoire de l'objet. Ainsi, les diverses parties de l'objet que nous voyons juxtaposées dans la nature se succèdent tout aussi naturellement dans ces tableaux et accompagnent, si l'on peut dire, d'un pas égal le cours du récit. Par exemple, quand il veut nous peindre l'arc de Pandarus, un arc de corne de telle et telle longueur, bien poli et garni de feuilles d'or aux deux extrémités, que fait-il? Nous énumère-t-il sèchement, un à un, tous ces détails? Nullement, ce serait cataloguer cet arc, le présenter comme modèle, mais non le dépeindre. Il commence par la chasse du bouquetin qui a fourni la corne. Pandarus l'avait épié dans les rochers et l'avait abattu. Les cornes étaient d'une grandeur extraordinaire, d'où son idée d'en faire un arc. On les façonne, l'artiste les ajuste, les polit, les garnit. Et nous voyons ainsi se créer chez le poète ce que nous ne pouvons voir que fini chez le peintre. Dans l'Iliade, un arc poli de la corne d'une chèvre sauvage qu'il avait lui-même frappée sous la poitrine au moment où elle donna dans son piège à la descente d'un rocher. Elle tomba, la renverse sur la pierre, sa tête était ornée de cornes longues de 16 pommes. L'artisan les polit et les ajusta avec soin et les sertit avec de l'or. Je ne finirai pas si je voulais citer tous les exemples de ce genre. Ils se présenteront en foule à l'esprit de quiconque possède son honneur.